La parole à Zita. Merci, Madame la Présidente. Nous n'avons qu'une heure et je ne veux perdre aucune minute car je crois que c'est très bien que nous ayons une heure devant nous. Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, chers toutes et tous, je souhaite vous adresser la bienvenue pour la réunion sur les parlementaires, les femmes qui fuient la violence et les discriminations. Je pense que c'est une excellente chose de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Je sais qu'il y a des élections en Hongrie et que nous ne pouvons pas forcément toutes et tous être présents ici, mais moi j'ai été réélue et donc j'ai eu la possibilité d'être ici aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet qui est important, le rôle des garçons et des hommes pour mettre fin à la violence fondée sur le genre afin de contribuer à la préparation du rapport. Nous avons notre chère collègue Madame Petra Stinen de la Commission que nous remercions. Les parlementaires de l'APCE auront bien entendu la possibilité de lui poser des questions. Il y a aussi d'autres parties prenantes et le public de manière générale qui nous suivra en ligne. Je crois que c'est une excellente occasion parce que cela permet à davantage d'individus de nous suivre. Et puis, j'aimerais également rappeler aux membres de l'Assemblée, aux orateurs que je souhaite accueillir en ligne, de ne surtout pas oublier de demander la parole. Vous devez appuyer le bouton demande de parole. Et bien entendu, votre nom, ce faisant, apparaîtra sur la liste des orateurs et ainsi vous verrez si le fait d'avoir cliqué sur l'icône demande de parole à droite fonctionne ou pas. Ensuite, moi, je vous passerai la parole et ensuite, manuellement, c'est à vous d'activer votre micro et d'activer la caméra aussi. Je crois que nous avons toutes et tous désormais beaucoup d'expérience depuis ces 2 dernières années et lorsque vous prenez la parole, eh bien, je vous demande de modifier votre sélection langue en bas à gauche de l'écran et de repasser à Flore parce que sinon vous entendrez dans vos oreilles le mauvais son. Les documents pour la réunion sont à trouver sous l'icône documents, c'est très pratique. Donc merci à toutes les collègues et tous les collègues qui s'en sont occupés et les documents c'est à droite de votre écran. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Nous accueillons les petits nouveaux et les petites nouvelles également et je vous propose de commencer en procédant à l'adoption de l'ordre du jour. Veuillez me faire un petit signe de la main, ça vous fait faire un petit peu de gymnastique en début d'après-midi, c'est une bonne chose aussi. Bien, l'ordre du jour est réputé adopté. J'ai cru comprendre que tout le monde est satisfait, il n'y a pas d'observation. En tout cas, je pense que tout le monde peut partir du principe que l'ordre du jour est réputé adopté. Alors, il est particulièrement important que lorsque vous demandez la parole, l'on se plie à la même procédure. Il faut un micro et une caméra si vous n'êtes pas présent ou présente en salle. Et vous savez qu'ainsi, vous pouvez prendre la parole. Voilà, je pense que les choses sont telles que je viens de les décrire. Et bien entendu, je pense, nous le disions, l'ordre du jour est réputé adopté. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour. Donc permettez-moi de dire que dans vos dossiers, vous avez le PV de la réunion du réseau qui a été organisée le 21 décembre dernier. Ma question est la suivante. Y a-t-il des observations concernant ce PV ? J'en serais surprise, mais tout peut toujours arriver. Étant donné que ce n'est pas le cas, nous allons adopter le PV de la dernière réunion. Formidable. Maintenant, j'ai le plaisir de vous informer. Alors, malheureusement, lorsque vous présidez, vous avez un excellent public face à vous, mais permettez-moi de vous dire que j'ai le privilège de constater que notre première femme secrétaire générale de l'Assemblée
Despina est avec nous, donc je vous invite à l'applaudir ou alors à faire ce signe. C'est vraiment excellent que vous soyez avec nous. Souhaitez-vous prendre la parole avant de commencer? Parce que madame, c'est toujours un plaisir lorsque vous êtes ici parmi nous. Et si vous me le permettez, je souhaite saisir l'occasion pour la remercier. Merci de nous avoir aidés à créer cette APCE Femmes, qui est une excellente opportunité pour nous. Nous devons trouver la meilleure structure possible. N'oublions surtout pas que nous avons une commission chargée de la lutte contre la discrimination et l'égalité. Donc, Madame la Secrétaire Générale, une nouvelle fois, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Chaque fois que je viens à votre réunion, Zita me surprend en me passant la parole et en me forçant à improviser. En tout cas, je vous remercie d'avoir mis en exergue la plateforme Femmes de la PCE. C'est vrai que nous avons d'ores et déjà eu une réunion du bureau de ce groupe informel. Et je crois que ce groupe est désormais entre d'excellentes mains, des femmes de l'ensemble des groupes politiques. Il y a également une non inscrite qui siège au bureau et je puis vous assurer qu'il y a beaucoup de complémentarité et sans aucun doute, il n'y a pas de doublon par rapport aux activités qui sont les vôtres. Je reviens tout juste du déjeuner avec le président de la République italienne, M. Mattarella, et pendant le déjeuner, il a mentionné la question des violences faites aux femmes et le soutien apporté par la présidence italienne dans ce sens. Donc je me réjouis à la perspective de travailler avec vous. Merci. Merci, c'est une excellente nouvelle que vous nous apportez. Nous allons donc maintenant commencer à travailler sur le rôle des garçons et des hommes pour mettre fin aux violences fondées sur le genre. C'est très important et c'est aussi un grand plaisir de passer maintenant la parole à Madame Petra Stinen, qui est la rapporteure, et bien entendu, elle nous apportera quelques propos liminaires. Donc Petra, vous avez la parole. Merci beaucoup Zita, c'est formidable que Despina soit ici parmi nous, Maria et nombre de personnes que je connais et je sais que ce sont des alliés pour faire en sorte que la Convention d'Istanbul soit une de nos priorités, mais aussi pour nous mettre à la recherche d'articles et d'inspiration. Et l'article 212.4 porte sur le rôle des garçons et des hommes. Hier soir, mon compte Twitter a explosé parce qu'à la télévision néerlandaise, un commentateur sportif très connu, M. Derksen, a dit en souriant qu'il allume une bougie qu'il a, il y a quelques années, mis une bougie dans le vagin d'une femme qui était à moitié consciente et puis ça l'a fait rire. Il a dit que c'était une erreur utile. Les hommes autour de lui sur ce programme sportif riaient et aujourd'hui les gens affirment que c'était un viol. Et cela me rappelle ce que dit Margaret Atwood. Les hommes ont peur que les femmes ne rient d'eux, mais les femmes ont peur que les hommes les tuent. Et je sais que lorsque l'on parle du rôle des garçons et des hommes, on ne parle pas de tous les hommes, mais l'ensemble des femmes qui sont présentes dans cette salle savent que nous ne savons pas quels sont les hommes qui ne sont pas agressifs quand on marche dans la rue ou que nous allons dans nos bureaux. Bien entendu, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que les hommes le font. En 2022, en Ukraine, en Russie, dans nos bureaux qui rigolent dans des studios de télévision, comment est-ce possible que les hommes n'acceptent pas d'entendre un non? Mais je pense que les hommes peuvent être aussi des agents de changement. C'est ce sur quoi porte cet article. Ils peuvent s'exprimer, être des alliés pour lutter contre ces masculinités délétères. Nous avons par exemple Ivan Jabloka, alors j'ai la version néerlandaise de son livre. Les hommes qui sont à la recherche de nouvelles formes de masculinité. Lise Planck a également rédigé un livre sur la masculinité consciente, mais je pense que les hommes doivent fixer des normes pour ces masculinités, doivent mettre en place de bonnes pratiques. Et dans le monde entier, il y a plusieurs mouvements. Nous avons 2 orateurs représentant ces mouvements. Nous avons Promundo et les hommes engagés qui montrent comment est-ce que nous pouvons engager les hommes
et les garçons dans la solution de se convaincre les uns les autres du fait que l'égalité entre les femmes et les hommes ne pourra être atteinte que si nous impliquons aussi bien les hommes que les femmes. Et lorsque je parle des hommes et des garçons, il faut envisager les hommes dans toute leur diversité, que ce soit l'âge, l'éducation, l'expérience, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle. Et je pense que nous pouvons véritablement bénéficier d'étudier l'ensemble de ces diversités. Madame la Présidente, permettez-moi de conclure, mais d'abord quelques observations. Monsieur Jablonka a écrit un nouveau livre, Un garçon comme vous et moi. Je ne l'ai pas encore lu, mais s'il est aussi bon que ce livre-ci, eh bien, je vais l'acheter et le lire ce week-end parce qu'il apporte une analyse de la manière dont l'éducation apporte un privilège de genre aux hommes dans nos sociétés et que cela a été internalisé dans nos cultures. Dans ce travail, il parle aussi des hommes justes, de la manière dont on peut lutter contre le patriarcat qui a des répercussions délétères aussi sur le bien-être des hommes. Et permettez-moi aussi de souligner, ou plutôt de montrer un de mes alliés très étroits, Bob Pontalier, qui est au Parlement néerlandais. Et je pense que, politiquement parlant, nous sommes aux extrémités du spectre, mais sur cette question, l'implication des hommes et des garçons dans la lutte contre les violences fondées sur le genre, je pense que nous sommes des alliés. Je me réjouis que vous soyez présents ici et je me réjouis des hommes qui sont présents dans cette salle à nos côtés. Zita, j'espère que nous trouverons l'inspiration pour impliquer nos collègues masculins. Parce que souvent, je vois que lorsque nous avons une réunion du groupe Égalité Femmes-Hommes ou lorsqu'il y a une question femmes à la PCE, peut-être que les hommes aussi devraient être impliqués dans ce mouvement, parce que beaucoup d'hommes ont tendance à penser que les violences faites aux femmes, ça ne les concerne pas, que c'est une question de femmes. Mais j'espère qu'avec ce rapport, nous pourrons toutes et tous impliquer nos collègues masculins pour que nous mettions la lutte contre les violences faites aux femmes comme une priorité à l'ordre du jour. Il y a un moyen de mettre fin aux violences faites aux femmes, c'est en faisant en sorte que les hommes cessent de frapper les femmes. Voilà, je vais m'en tenir là car nous avons 3 excellents orateurs qui vont prendre la parole ensuite. Merci beaucoup. Je crois que notre rapporteur nous a donné des devoirs, celle de lire les livres mentionnés, et c'est très important parce que je sais que c'est une connaissance que nous devons toutes et tous acquérir. J'ai donc maintenant le grand plaisir de présenter une formidable personne, Madame Giovanna Lauro, vice-présidente des programmes de la recherche Promundo US. Cela fait plus de 15 ans que vous travaillez sur la promotion des droits sexuels et reproductifs et la prévention des violences faites aux femmes à travers des approches transformatrices, notamment en vous concentrant sur la transformation de la masculinité. Comment? Eh bien, en engageant aussi bien les hommes que les garçons dans des partenariats avec les femmes et avec des individus, quelle que soit leur identité de genre. Madame, pourriez-vous peut-être nous présenter le travail mené à bien par Promundo? Et puis, dites-nous également pourquoi est-ce que nous devrions davantage impliquer les hommes et les garçons pour mettre fin aux violences fondées sur le genre. Madame, vous avez la parole. Vous avez 8 minutes maximum. Nous nous réjouissons à la perspective de vous entendre et je suis sûre qu'il y a une participation excellente de la part de la Commission et la Commission aura probablement des questions. Je vous en prie, Madame. Merci beaucoup, Madame Gourmaille. Merci également au réseau, à la Commission de cette occasion d'être ici aujourd'hui, même si c'est en virtuel. Merci également à Madame Stinen, car je pense que ses propos liminaires étaient absolument parfaits. Elle a planté le décor de ma contribution, qui se concentrera sur les causes des violences que nous observons, qui sont menées par des hommes, et ce que nous pouvons faire pour corriger cette situation. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi d'établir des principes de base que nous devons toutes et tous avoir
avoir à l'esprit lorsque l'on parle de l'engagement des garçons et des hommes dans la prévention des violences fondées sur le genre. En effet, il y a nombre d'approches possibles et je pense que dans cette salle, nous sommes toutes et tous d'accord que c'est important de le faire en ayant une perspective fondée sur le féminisme. Nous devons travailler avec les organisations des droits des femmes, nous devons écouter leurs contributions, nous devons leur permettre, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait une reddition de comptes, une véritable reddition de comptes. Et ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas financer les organisations des femmes ou travailler avec les garçons et les hommes. Nous devons faire les deux. Nous devons augmenter les financements pour les organisations qui travaillent pour les femmes, le travail, les ripostes fondées sur le genre, la prévention. Et d'autre part, nous devons aussi nous améliorer pour inclure de manière transformatrice les hommes, les garçons, pour modifier la manière dont les dynamiques de pouvoir contribuent aux violences fondées sur le genre. Ce faisant, eh bien, c'est important de le faire parce qu'il y a un retour de bâton sur les droits des femmes dans le monde. Moi, je suis italienne, je suis européenne. J'ai été ravie d'entendre les observations de la secrétaire générale concernant ce qui a été dit par le président Mattarella. Et ce faisant, et comme Madame Stinen l'a dit, rappelons également le point suivant. La majorité de la violence est faite par des hommes, mais tous les hommes ne sont pas violents. Donc certes, nous en appelons aux hommes, nous souhaitons pointer du doigt les hommes qui sont auteurs de violence ou qui n'interviennent pas lorsqu'un acte de violence est commis, mais nous devons aussi les inviter à travailler avec nous. Celles et ceux qui d'ores et déjà travaillent de manière non violente, qui apportent l'attention aux femmes et nous devons amplifier la voix de ces hommes-là. Maintenant, le pourquoi, la question du pourquoi qui a été posée par Madame Stinen. Je vais partager quelques diapositives avec vous, il n'y en aura que 3, donc ce sera quelque chose d'assez rapide, vous devriez les voir à l'écran. En effet, les faits, les preuves que je vais partager avec vous aujourd'hui nous viennent de tout un ensemble de données que Promundo et d'autres partenaires ont recueillies au cours des 10 dernières années. Et cela s'intitule Images. L'étude sur l'égalité fondée sur l'égalité en matière de genre au niveau international. Concernant les attitudes et d'autres aspects de l'égalité, y inclut la violence, violence intime, violence contre les enfants, exploitation sexuelle, harcèlement sexuel, etc. Ici, vous avez une vision générale des pays où l'étude Images a été menée. Il y a une donnée particulièrement importante que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, et c'est la suivante. Dans presque l'ensemble de ces pays, nous voyons qu'il y a une association constante, c'est-à-dire que les hommes qui ont été témoins de violences contre leur propre mère lorsqu'ils étaient des enfants ont 2,5 fois plus de chances d'être auteurs de violences intimes contre leur partenaire lorsqu'ils deviennent des adultes. C'est un chiffre époustouflant, frappant, 2,5 fois plus. Et c'est d'autant plus frappant si l'on se rend compte qu'au niveau mondial, un homme sur 3 a été victime de violences contre sa propre mère. Cela est fort révélateur concernant la nécessité de casser ce cycle de violence intergénérationnelle, d'une part en apportant des ripostes aux violences actuelles, mais aussi en investissant dans la prévention. Il y a une autre donnée que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, et elle concerne les inégalités de genre qui s'appliquent aux hommes eux-mêmes. Comme Petra Stinen l'a dit, les violences de genre peuvent également sont aux mains des hommes. Ce sont les hommes qui en sont responsables. Par exemple, dans ces pays, nous voyons que les hommes qui ont des attitudes inéquitables en matière de violences faites aux femmes ont davantage de chances de faire des abus d'alcool, de drogue, d'être suicidaires ou encore d'être victimes d'accidents de la route. Donc l'égalité femmes-hommes, c'est bien pour tout le monde, y compris pour les hommes. Et que pouvons-nous faire? Eh bien, quelques idées, quelques initiatives actuelles que Promundo et d'autres mènent au niveau mondial, y compris en Europe. Il y a une chose concrète que nous savons, c'est qu'il faut commencer à travailler tôt, le plus tôt
possible. Pourquoi? Parce que très tôt, les garçons commencent à comprendre et à apprendre qu'ils ne doivent pas faire montre de leur vulnérabilité, ils ne doivent pas révéler leur peur, par exemple. Et donc, avec d'autres initiatives, nous avons lancé une initiative mondiale qui s'appelle la Global Boyhood Initiative, pour commencer à travailler avec les garçons dès l'âge de 4 ans et travailler avec leurs mentors, leurs parents, leurs enseignants, leurs profs de sport, par exemple, leurs entraîneurs, et changer l'approche. Envisager par exemple de nouveaux outils qui sont mis en place pour les enseignants en Italie, en France et au Royaume-Uni. Ce sont des initiatives qui seront publiées plus tard cette année. Les résultats seront publiés. Bien sûr, nous devons aussi comprendre les espaces virtuels au sein desquels les garçons vont façonner leur humanité. Et ici, vous avez sur cette slide une recherche qui a été menée avec la fondation Gina Davis sur la manière dont la télévision ou les médias a des répercussions sur la manière dont on éduque nos garçons et notamment ce qui se passe en ligne. Une nouvelle fois, tout cela est disponible sur notre site internet. Enfin, dernière diapositive, car je suis consciente que le temps court. Permettez-moi aussi de dire que quand on travaille avec les garçons, c'est une bonne chose, mais il faut aussi travailler avec les hommes adultes. Tout espoir n'est jamais perdu, même lorsque les hommes ont peut-être intégré des croyances et des normes profondément ancrés. Mais souvent, l'on constate que lorsque les hommes deviennent des pères, eh bien ça c'est un point d'entrée crucial parce que souvent les hommes vont être prêts à revoir certaines de leurs attitudes. Et donc avec nos partenaires dans le monde, nous avons créé la campagne The Man Care qui est active dans 50 pays, y compris en Europe, au Portugal, aux Pays-Bas notamment. Et nous travaillons avec les hommes en tant qu'individus, mais aussi avec des assistants sociaux, des auxiliaires de santé pour promouvoir une approche plus positive de la prise en charge, de la prise de soins. Parce que l'on sait que les garçons qui ont eu des pères aimants et qui s'occupaient d'eux, eh bien, éduquent des garçons qui auront une attitude similaire. Et puis les filles en tirent profit également d'avoir un père qui s'occupe beaucoup plus d'elles. Permettez-moi de conclure en disant que je suis ravie d'être ici aujourd'hui et je vais passer la parole à mes collègues qui auront bien d'autres choses à dire également dans le cadre des prochaines présentations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Je puis vous raconter très brièvement une anecdote personnelle. Lorsque j'ai donné naissance à mon premier enfant, je devais retourner travailler. Mon fils n'avait que 9 mois et il est resté 3 mois avec son père. Et ce n'était pas du tout la tradition en Hongrie. Et je puis vous dire que lorsque mon mari a passé un temps très précieux à cet âge-là avec notre fils à tous les deux, et ça s'est senti pendant l'ensemble du cycle de vie de mon fils jusqu'à présent. C'est vrai aussi parce que ça n'a pas été le cas avec notre deuxième enfant, et donc je pense vraiment que pour parvenir à cet objectif, il faut du temps physique entre le père et son fils. Il faut qu'ils passent du temps ensemble, et je pense que les enfants ont tout autant besoin de leur père que de leur mère. Donc il faut que les deux partenaires éduquent leurs enfants ensemble. Merci en tout cas de cette présentation. Nous allons passer à notre deuxième oratrice aujourd'hui. Je vais passer la parole à Madame Theresa Schweiger, j'espère avoir bien prononcé son nom, membre autrichienne et coordinatrice de Men Engage Europe. Il s'agit d'un réseau régional au sein de l'Alliance mondiale Men Engage. Je suis ravie de vous voir. Madame, pourriez-vous nous en dire davantage concernant Men Engage Europe et peut-être partager avec nous les bonnes pratiques et bien entendu nous montrer également votre implication, la manière dont vous impliquez les garçons et les hommes pour lutter contre les violences de genre. Vous avez 7 à 8 minutes, madame. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Quel est le rôle des garçons et des hommes pour mettre fin à la violence fondée sur le genre? Eh bien, je suis coordinatrice de Men Engage Europe, un réseau européen, mais nous sommes partenaires d'une alliance mondiale, Men Engage, un réseau mondial. Ce qui nous rend unique, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons 88 organisations dans l'ensemble de l'Europe et 12 membres individuels dans notre réseau. Nous avons des membres de 33 pays européens, de la Russie au Portugal, en passant par
la Turquie et la Finlande. Ainsi, nous essayons de faire en sorte d'impliquer les garçons, les hommes, à travers, et ce, à différents niveaux. Mes collègues ont mentionné certaines des initiatives un petit peu plus tôt. Permettez-moi ici de souligner d'autres points. Tout d'abord, nous apportons également une plateforme pro-féministe pour le réseautage, pour le renforcement des capacités, pour le plaidoyer sur des questions liées au travail aux côtés des hommes et des garçons en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme cela a été dit, c'est absolument essentiel puisque nous souhaitons travailler main dans la main avec les femmes, les filles et avec les individus, quel que soit leur sexe. Nous souhaitons le faire afin de mettre fin aux violences fondées sur le genre, lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes en modifiant, transformant nos relations. Le réseau travaille de manière transfrontalière et de manière transculturelle en Europe. Donc nous sommes tout à fait conscients des situations locales, les situations dans lesquelles les garçons et les hommes se trouvent et auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien, mais nous sommes aussi unis de par cet objectif commun, celui d'engager les garçons et les hommes pour mettre fin aux violences fondées sur le genre, mais également dans un rôle encore plus général qui a pour objectif d'aider le changement pour une société plus égale entre les femmes et les hommes. Nous le faisons à différents niveaux. Tout d'abord, nous souhaitons apporter des espaces aux garçons, aux hommes, pour leur permettre de réfléchir à leur propre bien-être. Nombre de nos membres sont des organisations de la société civile qui travaillent directement avec des garçons, des hommes, dans des formats ateliers, dans les écoles, dans les universités ou à d'autres niveaux. Donc il s'agit d'une partie très importante de notre travail. Et la base de ce travail, c'est l'information qui montre que les stéréotypes de genre actuels et le stéréotypage de genre a véritablement des répercussions très délétères sur les normes liées au genre. Ainsi, nous devons nous poser la question suivante. Quels sont les stéréotypes de genre actuels qui peuvent faciliter, en quelque sorte, la violence fondée sur le genre? À l'heure actuelle, et je crois que c'est une excellente nouvelle, il y a un engagement très large des hommes et des garçons pour mettre fin à la violence et en même temps, nous devons être conscients que cela ne suffit pas. Et bien entendu, cela a été mentionné à plusieurs reprises, il y a parfois des retours de bâton, c'est-à-dire des retours en arrière en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Mais nous, en tant que société, si nous souhaitons mettre fin aux violences fondées sur le genre, et d'ailleurs cela a été dit plus tôt, eh bien nous devons impliquer les hommes et les garçons et leur enseigner comment faire partie de la solution. Ils doivent être présents eux aussi. Alors, comment agir? Eh bien, tout d'abord, et je crois que c'est très important aussi pour notre travail, nous devons établir le distinguo entre le fait de travailler avec des garçons ou des jeunes hommes et des hommes adultes. Et puis aussi, il faut établir le distinguo entre plusieurs groupes d'hommes. Et nous devons adapter notre approche en fonction des besoins, en fonction aussi des besoins des garçons, des filles, des femmes et de leur entourage. Lorsqu'il s'agit de travailler avec les garçons, et cela fait plus de 10 ans que j'y travaille, eh bien nous devons aussi nous assurer que nous ne les étiquetons pas ou que nous ne les plaçons pas dans un tiroir duquel ils ne peuvent plus sortir. Mais en même temps, nous devons les sensibiliser des privilèges masculins et de certaines structures de pouvoir. Ces tiroirs qui incluent notamment des étiquettes stéréotypées et qui disent par exemple qu'il faut être un vrai homme, que les garçons ne doivent pas pleurer. Si on perpétue ces stéréotypes, les choses ne changeront jamais puisqu'elles limitent la perception et la performance des garçons. Il faut également que nous soyons conscients que les garçons qui ne s'inscrivent pas dans ces tiroirs, qui peut-être ne sont pas violents, doivent aussi recevoir notre attention et être encouragés. Lorsque nous travaillons avec les hommes, nous avons plusieurs approches. Nous travaillons avec les auteurs de violence, mais nous travaillons aussi en matière de prévention. Cela a été dit plus tôt, la prévention est essentielle. Notre objectif, c'est d'inviter l'ensemble des hommes à agir, de ne pas accepter la violence fondée sur le genre dès lors que vous en êtes témoin. Et vous devez devenir des acteurs et commencer dans le monde qui vous entoure. Une telle approche a besoin de temps, d'espace pour l'auto-réflexion et parfois il faut aussi un petit peu de courage. Je crois que c'est un message particulièrement très important que nous transmettons aux hommes avec lesquels nous travaillons.
travaillons. Parfois, c'est difficile de se lever, de défendre les femmes et de défendre la justice de genre. Néanmoins, en tant que réseau, nous sommes parfaitement conscients que le fait de travailler au niveau individuel, ce n'est qu'un morceau du puzzle. Les structures doivent absolument évoluer pour faciliter les changements et les transformations chez les individus. Dans Men Engage Europe, nous avons des coopérations inclusives au niveau local, régional, national. Nous développons des actions conjointes et des partenariats avec une reddition de comptes vis-à-vis des droits des femmes, de la justice sociale et d'autres mouvements. Un niveau, ou plutôt au niveau local, nos membres sont impliqués dans des activités de plaidoyer. Je vais vous donner un exemple de la Pologne, par exemple, qui ont récemment publié un guide pour les parents qui travaillent et qui ont des garçons avec une égalité qui doit se vérifier au travail et à la maison. Je pense que c'est un exemple de bonne pratique pour les employeurs qui a pour objectif de générer l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. Permettez-moi de conclure en disant la chose suivante. Le travail avec les hommes et les garçons signifie les appeler à agir à travers des travaux individuels comme par exemple les ateliers, les programmes d'éducation, mais il faut aussi que des mesures structurelles soient mises en place, comme par exemple des initiatives pour les pères. Nous pensons que les hommes doivent pouvoir entendre le point de vue des femmes, entendre leur expérience et leurs histoires, comprendre les épreuves qu'elles traversent pour favoriser ce changement. Ensuite, nous avons besoin d'hommes au pouvoir, de modèles pour agir comme des modèles. Et ça, c'est très important, notamment lorsque l'on travaille avec des garçons plus jeunes. Ils ont besoin de modèles, véritablement de modèles, par exemple, dans la sphère politique. Il ne suffit pas de prononcer des paroles, il faut passer aux actes. Néanmoins, en tant qu'acteurs, nous sommes intimement convaincus que le changement est possible, mais que le changement ne pourra pas se faire tout seul. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment. Je pense que nous avons eu deux femmes excellentes avec beaucoup d'expérience et c'est crucial qu'elles partagent leur expérience avec nous. Troisième intervenant, nous avons l'honneur d'avoir avec nous en ligne Monsieur Ivan Yavlenko, professeur à l'université de la Sorbonne Paris-Nord, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez bien sûr écrit l'histoire de la masculinité, du patriarcat donc à la justice genrée, la culture et les normes qui ont donc donné forme donc à l'idée de l'homme ou du soi masculin. Vous entendez le bruit donc des volets qui descendent. Donc un des arguments avancés, c'est que les hommes sont prisonniers de la dimension genrée et vous avez lancé une réflexion sur la masculinité. Être un homme juste, et qu'est-ce que ça signifie d'être juste un homme? Donc voilà, la jeunesse et la masculinité, le rôle des hommes et des garçons pour empêcher la violence basée sur le genre. Parole, monsieur. Hello everybody, I don't know if you can... Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on ne vous voit pas en revanche. Donc c'est 50%, c'est déjà pas mal. Okay, this way. Et là, vous m'entendez? Ah oui, 100% maintenant. Je suis très honorée et heureux de m'adresser à vous en tant que délégué au Conseil de l'Europe et je suis heureux de partager les fruits de mes recherches avec vous. Je remercie Madame Gourmay, Madame Ekblom et Madame Stienen et tous les membres de votre commission de l'égalité et de la non-discrimination qui m'ont invité si cordialement. Je vais commencer par une observation qui me paraît fondamentale. En effet, les hommes ont été aux avant-postes de toute bataille, sauf pour ce qui concerne l'égalité du genre. Et ils ont participé à tant de révolutions, mais ils ont méprisé donc la révolution féministe. Et il me semble que ceci doit changer.
Mon livre correspond à une réflexion sur la possibilité de changer les hommes pour le mieux. Je souhaitais justement engager un débat collectif sur les masculinités, lesquelles souhaitons-nous voir et desquelles avons-nous besoin. Donc évidemment, c'est une question assez épineuse. C'est quoi un bon homme, un bon gars, en termes simples, pour ce qui concerne l'aspect genre? Qu'est-ce que c'est qu'un bon partenaire, un bon père, un bon médecin, un bon enseignant, un bon urbaniste, un bon député, pour ce qui concerne son sexe? Eh bien, en d'autres termes, comment est-ce que l'on peut concilier la masculinité et la justice? Bien évidemment, il n'est pas simple d'intervenir dans ce débat en tant qu'homme. Mais quand même, j'interviens en tant qu'homme pour repenser le masculin à l'usage des hommes. Car il me paraît évident que l'égalité homme-femme part du principe qu'il faut qu'il y ait donc une relation à deux termes. Donc il faut que les hommes aussi aident. Ils peuvent aider donc à cette nouvelle réflexion pour changer la masculinité. Donc je me pose cette question du point de vue de l'homme et pas du point de vue de la femme. Je suis convaincue qu'en tant qu'homme, au pluriel, nous avons la responsabilité de participer à ce grand changement social, puisque depuis le mouvement Balance ton port, MeToo a commencé dans le monde entier. On peut vraiment à nouveau parler d'universalisme. On peut s'engager dans d'autres luttes que les vôtres. Quel est le problème? Moi, je suis le père de 3 filles. Ce débat, tout d'un coup, est devenu très concret, tangible pour moi. Pour moi, l'égalité, ce n'est pas uniquement une parole théorique. C'est plus que ça, c'est une vraie lutte. Et donc, pour le bien de mes propres filles, je veux changer le monde. Donc, il est important que les hommes soient respectueux, bons, qu'ils soient attentionnés au niveau donc du sexe, mais ce n'est pas ça le plus important. Alors c'est quoi dont on a besoin des hommes? Eh bien, il faut qu'ils soient justes. Et là, il y a peut-être 3 aspects. Donc, quand on parle de justice genrée, du point de vue de l'homme, d'abord, il faut se poser des questions à soi-même. Il faut être sensible aux relations de pouvoir, être en mesure de s'interroger. Par exemple, d'où émane mon pouvoir? Pourquoi est-ce que je refuse l'égalité? Secondo, pourquoi il faut vivre cette égalité dans la pratique? Un exemple, quand vous partagez le pouvoir ou partagez le sacré. Je songe ici à la religion. Troisièmement, c'est lié donc au fait de prendre parti à la faveur des droits des femmes pour créer de nouvelles solidarités. Par exemple, en refusant d'être complice des hommes. La misogynie, toutes ces blagues salaces et misogynes. Donc, il s'agit d'un New Deal genré avec les moyens de mettre en œuvre donc le partage égal donc du pouvoir et des responsabilités. Ceci dit, je ne veux pas m'attaquer ou vilifier ou encore condamner les hommes. Je ne souhaite certainement pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Non, il s'agit d'être moins un homme alpha qu'un homme archaïque, donc formé par le matriarcat. Donc c'est aux hommes de faire peau neuve, de se mettre à jour, de se moderniser. Le monde a changé et évidemment l'essentiel maintenant c'est de voir comment on peut persuader les hommes de changer.
eux-mêmes. Mon argument est le suivant. Le bonheur des hommes. Il nous faut éviter donc cet emprisonnement du genre, donc qui est la mère de l'hypermasculinité donc le fait d'être un homme très mâle. Nous autres hommes, nous devons reconnaître que nous sommes vulnérables et nous avons le droit de pleurer, d'avoir des crises, d'être consolés, et nous pouvons accepter le fait donc d'être ébranlé, fragile, et accepter aussi le fait qu'on soit parfois violent. Et bien sûr, il faut accepter que les nôtres, surtout nos enfants, peuvent aussi s'occuper de nous. Donc pour un homme, comme vous le voyez, il faut donc faire appel donc à la justice genrée, c'est lutter contre soi-même. Et c'est donc la contre-masculinité, c'est ce que j'appelle la contre-masculinité dans mon livre, et ça sous-entend un examen de la conscience. Tout d'abord, il faut d'abord défaire ce qu'on a reçu et désapprendre des réflexes que l'on a acquis au fur et à mesure. Et donc, il faut se défaire de cette idéologie du genre. Et là, je voudrais dire un mot sur le mouvement Balance ton porc, donc MeToo en anglais. Il s'agit de la séduction sexuelle, du sexe et de la violence. Le mouvement MeToo a quand même lancé un défi et a remis en cause tout le système de domination. Évidemment, c'était donc la science des hommes donc, et de la masculinité. Et depuis, ce mouvement traverse des eaux extrêmement houleuses. Et voilà, c'est pour cela que je pense qu'il faut absolument intervenir en tant qu'homme plutôt que de garder le silence. Voilà, je suis prêt maintenant à répondre à vos questions si vous deviez en avoir. Merci. Merci beaucoup. Vous m'informez que Christine Green voudrait présenter. Christian Green et donc fait partie donc Male Challenging Sexism. Monsieur Green est en ligne. Il est aussi membre du Ruban Bleu. Je ne peux vous donner que 3, maximum 4 minutes. Merci de participer en ligne avec nous à ce débat. Est-ce que vous pourriez redemander la parole? Désolé, ces soucis techniques sont bien pénibles parfois. Monsieur Green, moi je ne vous connais pas et je ne sais même pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez donc redemander la parole, Monsieur Green? Okay, sure. Okay, then honestly speaking, yes, let's leave the opportunity that he might. Bon, il va probablement se joindre à nous bientôt. Je vais vous demander, Petra Bayer, de bien vouloir nous faire part de vos commentaires. Oui, c'est plutôt une question que j'adresse à tous les 3 présentateurs, et évidemment qu'il y a beaucoup donc de mouvements donc qui essayent donc d'approcher ce qu'on entend par égalité homme-femme, mais ce qui distingue le féminisme du reste, c'est que le féminisme veut véritablement changer donc des schémas structuraux, des structures sociales, si vous voulez. Et là, je voulais relater donc une citation de notre Premier ministre Inola Domar qui a dit: il est grand temps de se souvenir que la division du féminisme, c'est pas la femme de l'avenir, il s'agit de l'avenir du genre humain, donc et ne pas avoir une manie du féminisme et de la féminité. Donc est-ce que c'est possible d'avoir une société sans avoir une violence basée sur le genre et sans revendiquer le féminisme? C'est ça que je vous demande. On m'a dit que nous n'avons encore moins de temps que prévu, donc encore un commentaire. Marina Madena qui vient d'être élue
euh, présidente de la sous-commission d'égalité des genres. Marina. Merci. Dites-moi si vous m'entendez. On vous entend, Marina. Allez-y. Et je ne peux pas mettre ma caméra car ce ne sont pas des obus, mais des sirènes. Et donc, enfin bref. Donc, je voudrais remercier Zita Gourmay et Petra Bayer pour avoir organisé ce débat si important. Je voudrais vous présenter 2 cas ukrainiens. Le premier est un bon exemple. Il y a 8 ans à peu près, nous avons commencé à engager une réforme de la police et la majorité des officiers étaient surtout des hommes. On a commencé par des formations de jeunes officiers de police, information et formation sur la violence basée sur le genre et que faire lorsqu'on est confronté à ces faits-là. Donc il y a des protocoles, comment communiquer avec les victimes, comment mesurer donc les différents cas de violence familiale genrée. Et donc, en résultat de quoi, nous avons donc beaucoup d'officiers qui sont qualifiés de sorte à ce qu'ils puissent réagir comme il se doit lorsqu'ils ont des cas donc, de violence domestique. Après, il y a eu bien sûr des manifestations LGBT, etc. Bon, nous avons obtenu déjà de bons résultats. Mais en cas de guerre, comme maintenant, il est clair qu'il y a eu beaucoup de cas de viol des soldats, viol également des enfants. C'est en fait des faits de violence sexuelle collective, c'est-à-dire des viols de groupe. Les garçons et des hommes qui servent dans les rangs et qui commettent ces crimes. Nous avons créé donc ces groupes mobiles qui travaillent avec des psychologues dans les territoires occupés, mais c'est très difficile d'aider véritablement les personnes qui ont été violées ou torturées. Donc, je voudrais demander, donc c'est à nous peut-être d'organiser des débats dans notre réseau pour voir comment est-ce que l'on peut arriver à développer un instrumentaire pour aider les victimes. Voilà, ces actes de violence sexuelle prennent une ampleur nouvelle dans ce monde contemporain étant donné donc la situation de guerre sur notre territoire. Subcommittee. Félicitations d'ailleurs pour votre réélection en tant que présidente de la sous-commission sur l'égalité femmes-hommes. Il y a une question de notre secrétaire générale. J'espère qu'elle sera rapide et concise. Merci, Despina. Merci, Zita. Ça a été fort intéressant d'entendre les 3 orateurs et oratrices, mais je dois dire que j'ai été très impressionnée par Monsieur Ivan Jablonka, l'orateur masculin, et j'aimerais évoquer la question de l'attitude sexiste par les garçons et les hommes vis-à-vis des femmes, notamment dans le monde politique, les femmes autonomes, autonomisées, ou en tout cas qui essayent d'être autonomes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien entendu, je vais repasser la parole à Petra pour une conclusion et un résumé à la fin, mais nous allons devoir être très rapides car nous avons peu de temps à disposition. Mais je me tourne vers nos orateurs et oratrices. Peut-être souhaitez-vous répondre très rapidement concernant ces points fort importants, ces questions très importantes. Qui souhaite commencer peut-être? Pourriez-vous me dire qui va prendre la parole en premier? Car moi je n'ai pas les informations d'ordre technique devant moi. Bien, nous allons commencer avec Madame Lauro. Madame Lauro, veuillez demander la parole puis prendre la parole.
Merci à toutes et à tous des questions qui ont été posées. Je répondrai à une seule question pour gagner du temps. La dernière, celle de la secrétaire générale, qui se raccroche également au point qui a été soutenu par Petra, c'est-à-dire le besoin d'apporter des modifications structurelles pour éradiquer ces violences et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne ces attitudes sexistes qui se constatent notamment sur la sphère politique, lorsqu'il s'agit de la participation des femmes par exemple, permettez-moi de souligner une initiative en particulier, et nous constatons que souvent, eh bien, ce sont les hommes et les garçons qui viennent de groupes moins privilégiés qui sont les plus ciblés, et beaucoup moins les garçons issus de femmes bien plus privilégiées. Or, il faut cibler les deux. Et ainsi, notre organisation Promundo en Europe et aux États-Unis a lancé une nouvelle coopération pour travailler de manière spécifique avec des hommes dans des environnements politiques afin de réfléchir à la manière dont les partis approchent la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, comment favoriser la participation des femmes pour véritablement que nous avancions sur ce plan. Il faut une nouvelle fois aborder les facteurs structurels. Il ne faut pas uniquement travailler au cas par cas avec des hommes, mais lutter contre les problèmes structurels. La présidente, merci beaucoup d'avoir été aussi concise. Deuxième oratrice, Madame Teresa Schweiger, vous avez la parole pour apporter vos observations. Brièvement également. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'aimerais revenir à la question de Petra Bayer et la question de l'attitude sexiste. Nous, à Men Engage Europe, nous soutenons un changement du système. Nous sommes un réseau féministe et nous constatons qu'il ne suffit pas de travailler avec des individus. Le fardeau est beaucoup trop lourd et finalement, nous ne rencontrons pas suffisamment de succès en travaillant au cas par cas. Mais mon expérience du fait de travailler avec de nombreux garçons, qu'ils aient 8 ans à 80 ans, c'est avant toute chose de les sensibiliser quant à leur propre attitude sexiste. C'est souvent la première étape parce que, par exemple, un stéréotype typique pour un garçon, c'est justement d'être sexiste pour montrer qu'il est un garçon. Et parfois, ils ne sont même pas conscients des dommages qu'ils vont causer de par cette attitude. Ainsi, nous sommes convaincus qu'en transformant cette attitude également, eh bien, nous pourrons arriver à un changement du système. Mais c'est un travail d'arrache-pied, un travail difficile, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Merci beaucoup. Merci, moi aussi, je suis ravie de vous entendre et d'apprendre beaucoup de choses. Pour conclure, Monsieur Jablonka, vous avez 1 minute, et ensuite, je donnerai la parole à notre rapporteur. To add something that the crux for me to fight against. Alors, en ce qui me concerne, nous devons lutter contre les violences faites aux femmes fondées sur le genre, mais comment? Eh bien, peut-être en mettant en place de nouvelles normes pour éviter que les hommes fassent du mal aux femmes, mais aussi en édictant de nouvelles règles. Et je pense que nous devons élargir la réflexion. Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur la violence, mais aussi sur ces attitudes sexistes, justement. Par exemple, ce que je souhaiterais dire aux autres hommes, c'est de contrôler leur propre comportement dans leur quotidien pour que leur comportement soit en ligne avec les droits des femmes. Par exemple, nous pourrions envisager une espèce de déontologie sur le lieu de travail. Est-ce approprié qu'un directeur fasse un compliment à une femme, une de ses employées, 1 fois par jour? Bien entendu que non, mais je crois que tout cela doit s'inscrire dans une réflexion beaucoup plus vaste et large autour de nouvelles règles qui doivent s'appliquer entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup. Merci. Petra, je suis désolée, j'ai cru comprendre que Monsieur Chris Green est ici. Alors, je vous remercie d'être avec nous, mais soyez rapide, s'il vous plaît. Merci, oui, je suis ici. J'espère que vous m'entendez. Je suis vraiment désolée des problèmes techniques que nous avons rencontrés tout à l'heure.
J'ai passé 16 ans sur la task force du Conseil de l'Europe et j'étais très enthousiaste que Petra Stinen évoque l'article 212.4, parce que je crois que c'est très important et il incombe aux parlementaires de demander une reddition de comptes de la part de leur Parlement afin que les partis utilisent tous les moyens nécessaires pour encourager toutes et tous, et notamment les hommes et les garçons, à contribuer de manière active à la prévention de toute forme de violence. Vous savez, cela fait de nombreuses années que j'essaie de le faire, j'ai mené des campagnes dans ce sens et nous avons travaillé avec le monde du sport, le monde de la musique, nous avons 60 000 personnes qui avaient signé une promesse, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de paroles, mais trop peu d'actes. Et donc, aujourd'hui, je fais partie d'une organisation, Men Alliance, qui lutte contre le sexisme, qui encourage le fait d'aborder ces sujets et surtout d'agir. Et nous agissons constamment au niveau personnel, au niveau institutionnel, mais aussi aux côtés d'organisations de femmes. Enfin, nous devons nous adresser aux femmes, leur demander ce qu'elles veulent, écouter leurs réponses et ensuite agir et recommencer. Demander à nouveau aux femmes, est-ce que c'est bien ce que je fais? Écouter leurs réponses et agir une nouvelle fois. Et donc, j'invite instamment tous les hommes à agir ainsi. Cessez d'être silencieux. Être silencieux, ne rien dire, ce n'est plus une option. Je vous remercie. Merci d'avoir été très concis, j'apprécie grandement, mais bien entendu, l'ensemble des orateurs et des oratrices auront la possibilité d'entrer en contact aussi avec les parlementaires et les rapporteurs. Madame Stinen, vous avez le temps, 3 minutes. Merci, je ne prendrai qu'une minute de votre temps. Merci à l'ensemble des orateurs et oratrices. Merci également à Elodie Fischer du secrétariat. Excellent soutien, excellent ami. Moi-même, j'ai pris des observations, quelques observations. Je pense que vous connaissez tous la citation des droits égaux pour les autres, ça ne veut pas dire moins de droits pour vous. Ce n'est pas un gâteau dont on peut retirer une part et dont on vous prive. Et je crois que tous les hommes devraient penser à cela tous les matins pendant qu'ils se rasent ou quoi qu'ils fassent le matin pour se préparer. Parce que l'égalité, ce n'est pas un gâteau qu'on se partage. Parce que nombre de collègues masculins ont l'impression qu'ils perdent quelque chose quand davantage de femmes viennent en politique. Et c'est peut-être une des raisons qui sous-tend ce féminisme, ce misogynisme. Nous avons Franz de Waal, par exemple, qui a travaillé sur les primates, les chimpanzés, les bonobos, et l'étude avait été mal comprise, selon lui, parce qu'il parlait ici du mythe du mâle alpha. Il disait que le mâle alpha, ce n'est pas uniquement le mâle dominant dans le groupe, mais c'est également la structure de prise de soins qui structure ce même groupe. Et moi, c'est ce que je tire du livre de M. Jablonka, c'est-à-dire que des nouveaux types de masculinité consciente permettent aux hommes d'accorder davantage d'attention, de partager davantage, ce qui va leur permettre de gagner à eux aussi, et finalement le gâteau deviendra de plus en plus grand. Et ce gâteau, c'est l'humanité partagée. Ainsi, j'espère que mon rapport, les recommandations, les résolutions feront en sorte également que nos collègues masculins au sein de cette organisation comprennent que davantage d'égalité et moins de sexisme, c'est bon pour tout un chacun dans ce bâtiment, dans les parlements et pour celles et ceux que nous essayons de servir. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous devons applaudir notre rapporteur. Merci beaucoup, Madame Stinen, et permettez-moi de vous adresser mes remerciements pour cette discussion qui nous a beaucoup inspirés. Et bien entendu, nous ne pouvons pas conclure sans notre présidente qui va conclure. Voilà, ça a été difficile, un vrai défi, mais nous avons réussi. Merci beaucoup, félicitations à Zita, merci d'avoir coordonné cette audition particulièrement intéressante et importante, et nous nous réjouissons à la perspective des travaux à venir autour de ce rapport. Chère Petra, Petra avait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement trop peu de temps. Je vais donc conclure notre commission. Alors tout à l'heure, nous